Bienvenue ici à Loudun où nous allons maintenant honorer la mémoire de Sarah, Maurice, Veil, Georges et son épouse Baïla, qui ont donc habité ici rue du Clos Salé. D'ailleurs, nous avons même une personne qui les a connus, voilà, qui les a côtoyés, qui connaît leur visage. Et donc nous avons aussi mis ici une photo qui permet de leur redonner un visage. En 1992, l'artiste allemand Günther Demnig participe à un concours dans la ville de Cologne en se posant la question: comment est-ce qu'on peut ramener dans le collectif, dans la mémoire collective, des gens qui sont tombés dans un oubli quasiment total. Il a essayé plusieurs manières, il est street artiste, et il s'est rendu compte au fur et à mesure de ses essais que marquer le sol était quelque chose qui faisait réagir les gens. Marquer le sol, très bien, mais aussi redonner un nom à chacun, à chacune de ces personnes qui ont été déportées ou exterminées par les nazis. Les nazis ont cherché à effacer ces noms. 80 ans après, à part vous, madame, qui se souvient du petit Maurice, ici à Loudun? Certainement pas grand monde. Mais c'est normal aussi. C'est la vie, c'est le délitement mémoriel, on appelle ça. C'est-à-dire que, bien aujourd'hui, qui se souvient encore de 14-18 ou de 1870, pire encore. Et le délitement mémoriel, il est inévitable. Et nous, ce qu'on cherche à faire avec ce projet, c'est de le ralentir, en fait. Et ce qui est important pour nous, c'est la présence de ces jeunes qui sont là, parce que nous ne sommes plus des porteurs de mémoire. Nous sommes des transmetteurs de mémoire. Et c'est eux les porteurs de mémoire. Et en faisant ce travail, on espère qu'ils continueront à entretenir la mémoire de Maurice, Bailey, Sarah, Georges et Baïla. Ici habitait. C'est très important ce mot parce que ça replace en fait les gens bien, là où ils ont vécu. Vous savez, aujourd'hui on met des plaques sur les murs pour les grands noms. Jean Moulin, la rue du Général de Gaulle, évidemment, tous ces gens sont connus. Mais Maurice, dans l'histoire, c'était qui? C'était un petit enfant. On l'a assassiné à l'âge de 8 ans, parce qu'il était juif. On a assassiné des enfants parce qu'ils étaient handicapés. Des hommes parce qu'ils ne pensaient pas comme le régime voulait qu'ils pensent. On a assassiné des témoins de Jéhovah. On a assassiné des tziganes, des asociaux. Tous ces gens ne méritent-ils pas la mémoire? Évidemment que si. Vous savez, aujourd'hui, quand je parle à mes élèves d'Auschwitz, à vous, les anciens ici, ça résonne à nos oreilles. Auschwitz, ça veut dire quelque chose. Mais à nos enfants, qui sont maintenant 3 générations après ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire Auschwitz? Ça veut rien dire. C'est loin. Et vous savez, ce qui se passe loin, ça touche moins. Regardez aujourd'hui, l'Ukraine, Israël, tout ça ça nous touche, mais c'est loin, donc c'est pas pour nous. Alors que, effectivement, l'Holocauste, la déportation, ça a commencé où? Ça a commencé ici. C'est ici qu'on a cherché les gens. C'est ici qu'on a déporté. C'est nos gendarmes, le régime de Vichy, la Gestapo qui sont venus devant nos maisons. Et on n'a pas su protéger ces enfants, ces gens, contre cette ignominie. Et donc les ramener ici, c'est important. C'est montrer que c'est ici que tout a commencé. Et pas à 5000 km ou 3000 km. Évidemment, il faut du courage, monsieur le maire. Je tiens à le souligner. Il faut du courage en tant que maire d'oser montrer dans sa commune ce qu'il s'est passé. Évidemment, c'est pas évident. Et vous avez
eu ce courage politique et je vous en remercie. Parce que maintenant, eh bien aujourd'hui, Sarah, Maurice, Bailey, Georges et Baïla, eh bien, ils rentrent à la maison. Ils rentrent chez eux. 80 ans après. Vous ne les avez pas oubliés, madame. Et nous non plus. Aujourd'hui, on leur redonne leur place dans cette commune qui a été la leur. La semaine dernière, j'étais à Audin-le-Tiche. Ça vous parle, hein, Audin-le-Tiche, évidemment, parce que ces enfants viennent d'Audin-le-Tiche. Et à Audin-le-Tiche, on les a posés aussi, ces pavés. Donc ils ont une mémoire ici, mais ils ont aussi une mémoire à Audin-le-Tiche. Et c'est important, je crois, pour nos enfants que, eh bien, cette mémoire revienne dans notre quotidien. Georges Apter est né le 29 août 1896 à Kiev, en Ukraine. Ça nous parle évidemment aujourd'hui. Une ville au riche passé culturel et historique. Le 27 septembre 1939, Georges Apter arrive à Loudun, en provenance d'Audin-le-Tiche. Son arrivée dans votre commune a marqué le début d'une nouvelle étape de sa vie, où il a peut-être espéré trouver refuge et sécurité pour lui et sa famille. Georges était marié à Baïla Tauba Nessiesla. Cependant, le destin cruel a frappé Georges le 11 novembre 1942, lorsqu'il est déporté et assassiné à Auschwitz, en Pologne. En 1941, dans un contexte d'escalade de la violence nazie, la famille Apter a déménagé à Loudun. Espérant échapper aux horreurs de la guerre, ils ont cherché refuge ici dans votre commune. Cependant, comme pour son mari, le destin cruel l'a frappé le 8 octobre 1942. Le maire de Loudun a certifié cette tragique réalité, confirmant son arrestation et cette déportation vers l'abominable camp d'extermination d'Auschwitz. Le 6 novembre 1942, un départ est enregistré à Poitiers, indiquant que Baïla et Georges ont quitté la France pour une destination inconnue. Le 11 novembre 1942, Baïla a été assassiné. Bailey Alte Diment, la grande sœur de cette fratrie de Troyes, est née le 8 décembre 1927 à Audin-le-Tiche. Elle était fille d'Isaac et de Zlata. La vie de Bailey a été brutalement interrompue le 5 août 1944 à Auschwitz, à l'âge de 16 ans. Arrêtée à Loudun le 17 mai 1943, elle est placée d'abord à Louvciennes, où elle est de nouveau arrêtée le 22 juillet 1944. Elle est déportée dans le convoi du 31 juillet 1944 au départ de Bourse. Une note du 31 mars 1942 mentionne l'arrivée de Bailey à Loudun avec sa sœur Sarah et son frère Maurice. Les enfants résidaient rue du Clos-Sel. Ces pavés attestent de sa présence dans la commune. Bailey, jeune fille au destin brûlé, est devenue une des innombrables victimes de la Shoah qui ont péri dans les ténèbres de la guerre et de l'intolérance. Sarah est née en 1930, aussi à Audin-le-Tiche. Elle est donc la sœur de Bailey et de Maurice. Elle est arrêtée dans les mêmes conditions que sa sœur. Que sa mémoire brille pour l'éternité dans les rues de Loudun. Elle a fait partie des derniers enfants déportés à Auschwitz. Maurice, le plus jeune, né en 1935, avait 8 ans. Il est né aussi dans le département de Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Lui aussi arrêté ici, le 17 mai 1943, puis placé à l'orphelinat de Louvciennes. Il est arrêté parce que juif, le 22 juillet 1944, et déporté lui aussi, avec ses deux sœurs, le 31 juillet 1944. Quand on arrive à Auschwitz, et qu'on a plus de 45 ans,
et moins de 15 ans, on est immédiatement envoyé dans les chambres à gaz. Aucune chance de survie. Ces enfants, ce couple, cette famille, trouvent leur place maintenant chez vous, devant vos maisons, dans vos cœurs, dans vos mémoires. Et le sermon va être terminé. Ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Tu poses où t'as envie, comme tu trouves ça joli. Merci. Drapeau baissé. Minute de silence. Régine Rein est née le 20 mai 1937, on peut y aller, à Nancy. Elle est fille de Jacob et de Gilda Eisenbach. Régine a grandi dans une famille aimante, entourée de ses parents, de son frère Henri, âgé de 20 ans, et de sa sœur Rosa, âgée de 15 ans. Cependant, leur bonheur a été brisé par la montée du régime nazi en Europe. La tragédie a commencé à frapper la famille Rein lorsque le père, Jacob, a été déporté par le convoi 26 en date du 31 août 1942. De Drancy à Auschwitz-Birkenau, où il a péri dans les chambres à gaz. La mère de Régine, Gitla, avait déjà été déportée par le convoi numéro 8 le 20 juillet 1942. Un convoi qui est parti d'Angers, cette fois-ci, à destination d'Auschwitz, subissant le même sort tragique que son époux. Reine est alors seule, avec ses frères et sa sœur, et elle se retrouve à Loudun. Puis elle rejoint les enfants d'Iment, dont nous avons posé les pavés tout à l'heure. Et elle est placée, elle aussi, à l'orphelinat de Louvciennes. Le 22 juillet 1943, Régine est arrêtée au centre d'enfants UGIF de Louvciennes, et elle a aussi à présent déportée par le convoi numéro 77, le 31 juillet 1944, à seulement 7 ans. Vers Auschwitz, symbole de l'horreur et de la mort. À son arrivée, elle a été gazée directement, mettant fin à une vie innocente bien trop tôt. L'histoire de Régine Rein, comme celle de tant d'autres d'enfants victimes de l'Holocauste, est un rappel poignant de l'innocence perdue et des vies brisées par la barbarie nazie. Enfants, vous que partout les guerres viennent broyer comme en passant, vous qui semblez être sur terre pour payer la haine des grands, qu'un jour on voit pourrir les armes et les soldats inoccupés, que sur le ruisseau de vos armes voguent des bateaux de papier, que plus jamais vous ne deviez vous cacher dans des petits greniers. Je crois que vous pouvez l'applaudir. À présent, on va déposer la fleur pour Régine. Merci, jeune homme. Drapeau baissé. Minute de silence.
La famille Isner, composée de Justin, sa femme Babette et leurs 2 fillettes, Ruth et Bella, étaient des juifs allemands réfugiés sur le paquebot Saint-Louis en 1939. Ce navire, porteur d'espoir pour beaucoup, a vu son destin tragiquement détourné lorsque ses passagers ont été contraints de retourner en Europe. Ils étaient déjà arrivés à Cuba. Et on les a renvoyés vers la France. Ils ont été débarqués à Boulogne, puis dirigés vers Poitiers, et enfin ils ont trouvé refuge ici, à Loudun. Malgré leur tentative pour échapper à la déportation, Justin a été arrêté ici à Loudun et déporté vers Auschwitz dans le convoi 42, parti de Drancy le 6 novembre 1942. C'est là qu'il a trouvé la mort, victime des horreurs du camp d'extermination nazi. Pendant ce temps, Babette, Ruth et Bella ont miraculeusement évité plusieurs fois la déportation dans les camps de la mort. Ils ont aussi été arrêtés en 1942 et transférés au camp d'internement de Poitiers, puis même à Drancy en 1944. Cependant, à chaque fois, ils ont été libérés et revenaient à Loudun. Leur mère n'était pas juive. Leur mère n'était pas juive. Non. Voilà. Donc vous savez que dans la tradition juive, la judéité se transmet par la maman. D'accord? Si la maman n'est pas juive, même si le père est juif, les enfants ne sont pas juifs. Et donc, pour cela, chaque fois libérés. Et lui, Justin, il ne pensait pas être arrêté. Ils avaient un magasin à Mirandais. Et puis, comme il avait fait la guerre de 14 et puis qu'il était gradé, il dit je risque rien, mais ils l'ont. Ils l'ont emmené quand même. Le maire de Loudun, à l'époque, a certifié que Justin Isner avait été contraint par les Allemands de porter l'insigne des Juifs. Ah bah mais même Ruth et Bella, moi je m'en rappelle. L'étoile jaune. Voilà. On portait l'étoile jaune. Elles m'emmenaient à Ici. l'école, elles avaient l'étoile. L'étoile jaune à Loudun. De mai 42 jusqu'à l'arrestation le 9 octobre 1942. Cette attestation souligne la persécution impitoyable subie par les Juifs sous le régime nazi, même ici, à Loudun. Après la guerre, Babette, Ruth et Bella ont immigré aux États-Unis Voilà, en 1947, elles avaient une parente, je crois bien, aussi, laissant derrière eux les horreurs de l'Europe avec leur mère. ravagée par la guerre. Et leur mère est morte là-bas pas longtemps après, je crois. Et donc, vous avez remarqué qu'on a quelqu'un qui connaissait bien, M. Isner, et qui a quelques histoires à nous raconter, qu'il a vécu avec lui. Oh, Monsieur qui est là? Il est là. ah bah les blancs, la route est belle, hein, aussi, c'est à la Sainte-Croix. Monsieur est là. Ah oui? Voilà. Et là, c'est en dernier. Là, alors, Faut parler dans le micro. En allant à Guéret, là-bas, où il y a la station d'épuration, il y avait un lavoir là. Hein, il y avait un lavoir. Alors, il y avait des petits poissons. Et puis, moi, je m'étais approché pour regarder les petits poissons. C'est pour ça que je voulais qu'il voit la photo, vous avez vu comme il était petit? Et puis, alors justement, comment ça se fait qu'ils se sauvent? Là, parce qu'ils ont l'oreille fine, comme disait Ruth, ils ont l'oreille fine. Oh, mais moi je dis, j'ai l'oreille aussi fine qu'un petit poisson. Et puis au moment, plouf, il y avait de la mousse au bord. C'était un lavoir. Et puis bah, c'est le père qui m'a retiré de là-dedans. Hein. Alors souvent, Ruth me le disait encore, as-tu toujours l'oreille aussi fine qu'un petit poisson? Ouais. Et puis bon, bah, je me rappelle, il avait ramené un canard. Et puis il ne savait pas le tuer. Hein. Alors il avait mis sur le billot. Oh, il avait coupé la tête. Le canard qui foutait le camp partout. Oui. Et puis, mais j'étais fourré tous les jours.
Ah, on est les enfants de Colette Cheminot. Voyez-vous? C'est Charpentier. C'est Charpentier. Et donc on connaissait bien Ruth. Ruth, c'était une amie de la famille. Et ben moi j'ai vu. Oui. Bonjour. Mais on allait souvent chez monsieur et madame Cheminot qui étaient à l'abattoir. On s'arrêtait à chaque fois. Mais Colette, elle était déjà plus vieille. J'ai connu moi, j'ai moins connu. Maman était de 32. Vous êtes les enfants. On est 3 des 5. 3 des 5 ans. Et vous les avez connus comment alors? Eh bien, maman était dans la même école que Ruth. D'accord. Et mes grands-parents, monsieur et madame Cheminot, qui à l'époque étaient à l'abattoir, les aidaient. Voilà. Comme beaucoup de Dudé, hein, ils n'étaient pas les seuls. Nous sommes toujours restés en contact avec Ruth Kissinger, que nous sommes allés voir aux États-Unis. Christine a travaillé 1 an chez sa fille. Et maman a correspondu dans les années 2015 encore avec Ruth. Parce que Ruth avait une reconnaissance envers tous les Loudunais qui les avaient bien accueillis. Et à chaque fois qu'elle venait en France, elle venait à Loudun. D'accord. Et la dernière fois qu'elle est venue, c'était quand? Je sais pas. C'est nous qui sommes allés la voir. Si, elle est venue Avant 85, sûr. Parce que En moi j'étais. en 78, il n'y a pas des Elle est venue après. En 1987, elle est venue parce qu'on l'a rencontrée au Mans On l'a en rencontrée au Mans, 1987 chez une de tes... et à Sablé aussi. Voilà. Chez Pascal. Mais elle tenait à entretenir une correspondance tout le temps avec les Loudunais, avec mes grands-parents quand ils étaient là aussi. Et quand elle venait, une petite marque, quand elle venait en France et qu'elle allait voir mes grands-parents, il y avait toujours la bouteille de champagne. Quand on voyait que la bouteille de champagne était sortie, on savait que Ruth allait arriver. Enfants, poème anonyme. Nous les enfants d'aujourd'hui, nous les enfants sans étoiles, nous pensons à vous. Vous êtes nos mémoires et maintenant nommés. Inscrits sur cette plaque, vous êtes devenus présents, vous êtes devenus des soleils dans le champ des étoiles. Alors, drapeau. Merci. Minute de silence. Est née le 2 janvier 1878 à Leipzig, en Allemagne. Fille de Robert et de Louise. Son histoire est marquée par les bouleversements tragiques de son époque, notamment, elle aussi, son implication dans l'événement historique du paquebot Saint-Louis en 1939. Je l'ai déjà évoqué ce matin, ce paquebot, mais je vais le redire parce que vous n'étiez pas tous là. C'était un navire avec 963 juifs allemands à bord qui furent refoulés de Cuba, des États-Unis et du Canada. On n'a pas voulu les accueillir parce qu'ils étaient juifs, des juifs allemands qui fuyaient le nazisme. On les a renvoyés en France. En juin 1939, Marthe est hospitalisée ici, à l'hospice Renaudot de Loudun. Elle y a résidé plusieurs années. Le 9 octobre 1942, Marthe Gutmann est arrêtée ici même et contrainte de quitter l'hospice Renaudot de Loudun pour être transférée à Poitiers. De là, elle est dirigée vers le sinistre camp de transit de Drancy, où tant de victimes de l'Holocauste ont été rassemblées avant d'être déportées vers les camps de la mort. Le convoi numéro 42 du 6 novembre 1942, parti de Drancy, l'emmène à Auschwitz. Je vous ai dit qu'elle est née en 1878. Madame Gutmann, vu son âge, n'a aucune chance. Elle sera exterminée dès son arrivée, le 11 novembre 1942. Marthe demeure un symbole poignant de l'innommable souffrance infligée à tant de personnes durant cette période sombre de l'histoire humaine.
Marthe, comme tous les gens à qui on a dédié un pavé ce matin, elle ne demandait rien à personne. Qu'avait-elle fait de mal? Rien. Elle était une femme honnête qui demandait qu'une chose, pouvoir vivre en liberté. C'est la parole aux enfants, aux élèves, alors enfants, déjà plus vraiment les enfants, encore un petit peu, et donc qui ont préparé, choisi ces poèmes. Ça aussi c'est important, vous n'étiez pas là avant quand je l'ai dit, mais donc on leur a proposé des poèmes, c'est eux qui les ont choisis. Et ceux qui ont participé à la déambulation depuis ce matin, vous avez très vite entendu que chaque poème avait un sens avec chaque pavé qu'on a posé. Régine dans le grenier, les pavés qui brillent, la mémoire, tout ça. Et donc c'est un travail important parce que c'est eux les porteurs de mémoire. Nuit et brouillard, de Jean Ferrat. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans les wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, suivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean, Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Gisnou, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux qu'ils essayaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Drapeau baissé. Minute de silence. Il y a 10 ans, le 28 septembre 2014, nous inaugurions à Budleuze le square des Justes et la stèle à la mémoire des hommes, des femmes et des enfants arrêtés à Loudun et déportés. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage à des vies brisées, des vies qui ont été arrachées trop tôt, trop injustement. À la demande de l'association Stolperstein en France, en la personne représentée par M. Christophe Wörl, son président, présent parmi nous aujourd'hui, et en partenariat avec le Souvenir français, la ville de Loudun a donc décidé de développer un projet mémoriel sur son territoire et de procéder à la pose de 8 pavés sur sa commune en souvenir de Bailey Diman, Maurice Diman, Sarah Diman, Georges Apter, Baïna Apter, au 11 rue du Clos Salé, Régine Rhein, 32-34 rue Port de Mirbeau, Justine Esner, 17 boulevard Jean Pasco, et Marc Gutmann, ici même, rue des Visitons. Nous nous sommes rassemblés devant leur habitation et en posant ces pavés mémoriels, nous honorons la mémoire de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été victimes de l'horreur indicible. Il est rare que l'hôpital souhaite s'associer à ce point-là à des événements comme celui-ci. C'est donc un grand honneur pour le CHU de Poitiers. Madame Costa, la directrice générale que je représente, s'y associe. Elle vous accueille en cet hospice, le disions-nous tout à l'heure, cet hospice des Visitandines, parce que c'est ainsi qu'il se nommait à cette époque. L'hospice des Visitandines, le nom d'une institution où l'on assurait l'aumône, vous l'avez dit, l'accueil et la charité, avec des sœurs qui sont restées ici jusqu'en 1976. Voilà que la mémoire des lieux parle aux anciens, aux contemporains et aux futurs.
Ce cloître, cette chapelle, parce qu'il y en a aussi une, était bien une institution religieuse. Et elle témoigne de l'intrication entre la petite et la grande histoire, monsieur, y compris devant ses drapeaux et ses maquis. Elle a été scellée par le malheur qui s'est abattu sur Madame Gutmann en 1944, ici. Cette cité, n'oublions pas, était en zone occupée. Après avoir échangé avec certaines personnes, effectivement, quand on se déplace, mais quand on parle de ces événements horribles, et qui reviennent, et bien écoutez, ça nous émeut. Alors bravo pour cette initiative, bravo bien sûr à la ville de Loudun et au maire et puis à toutes les personnes qui ont voulu marquer ces temps qui ont été difficiles pour certaines personnes, difficiles pour ces familles qui ont été touchées, des enfants, des adolescents, des adultes. Cet engagement que vous avez, il est formidable et donc on ne peut que le saluer. Je voudrais saluer aussi Jacques Sergent qui fait vivre l'histoire de cette belle ville de Loudun, l'histoire avec ses heures riches, puis avec ses heures difficiles, avec ses peines, avec ses drames. Et je crois que ces moments-là, ils sont indispensables parce que ça permet effectivement de prendre conscience de ce que nous avons vécu et puis de réfléchir aussi à l'actualité. L'actualité qui est terrible, parce que nous sommes quand même dans un monde en fusion permanente, vous l'avez vu encore les jours derniers. Je tiens à remercier les qui sont présentes, les personnes qui sont venues de Paris, de la Perche, qui sont venues spécialement pour ces journées. Mon délégué général du Souvenir français, toujours présent, c'est super clair. Avec Jacques, on a préparé un long discours, et je vais vous le lire maintenant. Merci. On a évidemment prévu de chanter la Marseillaise, on va le faire. À la fin d'une cérémonie patriotique, ce qui n'en est pas une aujourd'hui, les élus, les sénateurs, les députés passent devant les porte-drapeaux et leur serrent la main. Et comme ce n'est pas une cérémonie protocolaire, aujourd'hui, messieurs les élus, vous allez excuser les enfants passeront avant vous et serreront la main à ces porte-drapeaux. Messieurs les élus. L'élu, c'est là. Et ouais. Patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup.